Alors c'est un audio assez technique concernant les probas et la délinquance, c'est des trucs que connaissent tous les professionnels et que connaît pas le grand public, et surtout le grand public l'ignore exprès en quelque sorte. C'est même quand il le sait, il considère qu'il ne faut pas en parler, etc. et que en parler serait une sorte de violation de la philosophie de l'état de droit. Et là je pense qu'on peut, disons, compte tenu de la gravité de la situation actuelle, dire que non, c'est pas discuter en parole. Je dis bien en parole, hein, les réformes, c'est à la suite des discussions qu'on y fait. Ah putain, discuter en parole de trucs, de ce genre de sujet, ce n'est pas. On peut discuter en parole si vous voulez, je suis en train de faire autre chose en même temps. Des faiblesses de l'état de droit, c'est pas, on ne devient pas pourtant dictateur ce faisant, parce que c'est un nom délirant. Alors j'essaie d'aller. Donc là il s'agit des déterminismes probabilistes. Alors encore une fois il n'y a jamais de 100% de 0%. Rarement en tout cas. Le taux, l'occupation des prisons, c'est 80% de musulmans et 97% de musulmans pour les crimes avec violence physique, c'est-à-dire quasiment 100%. Donc on ne peut pas, quand vous voyez un musulman, vous ne pouvez pas l'accuser d'être un criminel. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous criminels. J'ai pas dit 100% des musulmans sont criminels, j'ai dit presque 100% des criminels attrapés et mis en prison sont musulmans. Enfin, font le ramadan. Pour être précis, on a les chiffres par les cantines, donc font le ramadan. Donc je répète, plus de 90% en tout cas, parce que j'ai une personne, j'ai deux sources, une 97, une 92. Pardon, hein, je fais des trucs en même temps. Plus de 90% des crimes physiques sont commis par des musulmans. Voilà, faut être précis. Bon, évidemment, on n'a pas l'origine. Après, on peut faire des statistiques sur qui a la nationalité française, qui ne l'a pas. C'est franchement pas très intéressant parce que vous avez les racailles de cité, en grande partie, ils sont pas ce qu'on appelle des Français de souche, ils sont pas français depuis 10 000 générations ou 10 générations, c'est souvent leurs grands-parents ou leurs parents et qui sont arrivés en France. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un taux de corrélation entre être musulman et venir d'Afrique du Nord et de quelques autres pays, la Tchétchénie entre autres, qui est très élevé, et ça ne veut rien dire. Enfin, ça ne veut rien dire. Je suis pas en train, enfin, ça va même beaucoup plus loin que ça. Moi, j'ai établi qu'il n'y a pas de lien. C'est-à-dire, j'ai établi que c'est l'islam le coupable, pas l'origine. Voilà. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui parviennent à se décontaminer de l'islam, ils parviennent en même temps à se décontaminer de leur tendance criminelle dans la quasi-totalité des cas, enfin voire la totalité. On n'est donc pas confronté, et de même, quand vous prenez, alors là, évidemment on ne l'a pas avec le Maghreb, hein, mais on l'a avec l'Afrique noire. Alors les seuls qui posent problème sont les musulmans d'Afrique noire. C'est-à-dire que si vous comparez deux originaires d'Afrique noire, l'un venant d'un pays non musulman, l'autre venant d'un pays musulman, il y a une très très nette différence, en particulier dans les écoles. Ça s'entend même à la manière de parler. L'agressivité est musulmane. Voilà. Alors j'ai déjà expliqué pourquoi pour d'autres raisons, mais là ce sont des chiffres brutaux et ce sont des faits. Voilà. Connus d'ailleurs de tous les systèmes de police et de voilà. Maintenant, autre chose. Encore des statistiques. Qu'il faut pas dire, mais enfin, c'est pas le bon ton de le dire, mais je le dis. Si vous arrêtez quelqu'un qui a violé une fille, ce qui est donc en général, dans la quasi-totalité des cas un musulman, il va recommencer dès qu'il sera libéré. Donc, si vous le mettez 3 ans en prison, il sort, il reviole. Parce que, si vous voulez, c'est naturel de violer en islam, hein, c'est la norme. Donc, voilà, faut le dire. Alors, est-ce que c'est pour cette raison-là qu'il va revioler et que la prison ne le mate pas? Ça, c'est plus difficile à discuter, parce que normalement, ça mate même quelqu'un, genre, imaginez, c'est naturel de manger du chocolat, si vous prenez 3 ans de prison pour manger du chocolat, a priori, on pourrait quand même imaginer que vous arrêtiez de manger du chocolat, si c'est... Donc c'est un peu compliqué, en attendant, vous n'avez pas l'auto-retenue qu'on a en Occident, et qu'on a dans les sociétés libres et développées, parce que, là, pour le coup, c'est un contact direct entre... le chantage que la société fait de mettre les gars en prison et l'action avec un triangle, avec la probabilité d'être pris. Mais rien dans sa mentalité
va le retenir. La seule chose qui peut le retenir, c'est 1, je peux aller en prison, donc je le fais pas. 2, je mélange ça avec la proba d'être attrapé. Mais il n'y a pas de c'est mal, donc je me retiens de le faire, même si je risque pas la prison. C'est-à-dire que si vous mettez en moyenne un musulman et une femme sur une île déserte, elle y passe. C'est voilà, sur une île déserte, si vous garantissez à un musulman de... Alors quand je dis un musulman, à chaque fois comprendre musulman moyen, il y a des musulmans qui sont très bien, bon en réalité ils sont pas musulmans, donc mais passons, ils se disent musulmans mais ils sont très bien, c'est des musulmans laïcs et c'est la grande majorité de la population musulmane française. Mais la minorité est grosse. Ceux qui posent problème, ça forme un pourcentage certes minoritaire mais important. Vous avez pas, par ailleurs, vous n'avez aucune culpabilité. C'est-à-dire que, imaginons maintenant qu'on mette un non-musulman sur une île déserte avec une femme, dans de nombreux cas, il la violera pas, avec une femme attirante, hein, j'entends, enfin, toutes les conditions banales, quoi. Dans de nombreux cas, il la violera pas, et quand il la violera, il sera pas fier. Vous voyez, il sera gêné d'avoir fait ça, et peut-être qu'il cherchera à s'excuser, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas en islam, puisque en islam c'est open bar, quoi. Voilà, c'est une hérésie et c'est une invention coloniale de l'Occident d'interdire le viol, y compris de fillettes. Donc tout ce que je viens de dire avec la femme, ça remarche avec la fillette, voire même c'est pire avec la fillette, puisque pour le musulman moyen, c'est plutôt la fillette qui est attirante ou les hommes. Il a énormément de mal à s'en sortir avec une vraie femme. C'est pour ça qu'il s'arrange pour les effacer sur la place publique, donc comme je l'ai déjà dit. Donc vous avez quand même ces réalités-là, et encore une fois, il ne faut pas essentialiser, non seulement ça vient de l'islam, et ça touche qu'une partie des musulmans. Les musulmans que j'appellerais les actifs de l'islam, c'est-à-dire que les mêmes qui viennent défendre l'islam, par exemple, dans des lives ou des spaces, qui refusent de se plier aux règles occidentales, qui refusent parfois même subconsciemment, les lacostéennes, les racailles de cité, qui refusent de bien se tenir à l'école parce que voilà, il y a quelque chose qui passe pas dans l'idée d'obéir à des mécréants. Généralement, ils font beaucoup plus chier les profs femmes que les profs hommes. Voilà, donc on est sur cette base, si vous voulez, c'est pas des radicaux, c'est pas des gens qui ont lu le Coran, sauf une partie d'entre eux, mais eux, ils assument, hein, de toute façon. Et c'est pas non plus le musulman absolument quelconque, du genre qui a fait des études, qui a acheté une pharmacie, ou qui pilote des avions, enfin bref, qui a plus rien d'un musulman, quoi. Il n'est musulman que parce qu'il dit je suis musulman, mais par ailleurs, il a rejeté l'islam sur le plan opératoire, il a rejeté l'islam. Voilà, il voile pas sa femme, il dit pas à ses enfants que le Coran a été dicté par Dieu, donc ses enfants ne resteront pas musulmans, ne sont pas musulmans. Il est le dernier, voilà. Mais par contre, il ne va pas forcément dire j'ai apostasié, hein, c'est plus compliqué. Et puis, les pourcentages sont pas faciles à calculer. Les derniers sondages montrent quand même qu'il y a plus d'un tiers maintenant de problèmes, enfin de musulmans problématiques, de musulmans dans l'islam, à cause de la diffusion de l'islam et des idées décoloniales qui disent qui déshumanisent complètement le mécréant, en ajoutant à ce que l'islam en dit, l'islam les déshumanise doctrinairement, et puis le décolonialisme déshumanise les mécréants en pratique, donc ajoute un petit piment politique, voilà. Ça, en termes de réforme politique, il faut regarder les choses en face. Vous allez continuer d'avoir des gens qui vont violer des femmes, sauf si vous mettez des caméras partout, mais ça suffira pas une caméra. Une caméra, ça suffit pour arrêter un occidental. Parce que l'occidental ne veut pas être pris. Le barbare, c'est-à-dire le musulman de la catégorie d'avant, dont je parle, il s'en fout totalement, il trouve que c'est normal de violer une femme, que ça... Comme je le redis, pour lui, c'est un exotisme occidental qu'on respecterait le consentement féminin, etc. Et donc, la caméra va permettre de l'identifier, mais pas de l'empêcher d'agir. Donc, il faut non seulement mettre des caméras, mais des lasers paralysants pour l'arrêter. Et la réalité, elle est là. Et maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est pas du 100%. Non, non, c'est pas du 100%, c'est du 60-70%. Donc, ce serait mentir quand un juge remet en liberté un mec qui vient de violer une fille, le juge est complice de la suivante, de la fille qui sera violée ensuite. C'est un peu comme s'il a violé. Et donc, et d'ailleurs, le juge au fond de lui éprouve un mélange de perversité, dépit, enfin c'est très compliqué. Mais il reste pas indifférent. Et ceux qui le font parce que au départ ils avaient du mal, et puis finalement ils se sont convaincus, ils ont fait un choix, ils se sont dit allez c'est bon, je libère ces criminels, et il faut que je puisse dormir la nuit, et bien par débordement, pour assurer ce choix et ne pas y revenir, ils vont sécréter un plaisir cynique à le faire. Ensuite, ils vont convoquer des théories bidons, des trucs un peu gauchos, du genre il n'a pas eu de chance dans la vie, voilà. Et si on pousse très loin, et là ça ne concerne plus trop les juges, hein, je pense que même s'il y en a, comme dans tout métier, vous avez des extrémistes, mais si on pousse très loin, on va avoir les vidéos que j'ai faites avant, c'est-à-dire
il va convoquer une théorie qui annule l'individualisme et dit que c'est bien fait pour la victime parce qu'il ne va plus l'avoir en tant que victime, mais membre d'un groupe qui, dans le passé, serait responsable d'exactions, de guerres, de colonisation, des guerres diverses et variées. Voilà. Alors ça, en général, la convocation de ces théories-là, c'est un médicament anesthésiant que le juge, enfin que les responsables du fait de remettre ces monstres en liberté vont utiliser pour se rassurer, vous voyez, pour se justifier un peu le fait qu'ils déconnent. Bon, après, ils ont des instructions, les juges. Il ne faut pas oublier qu'on leur dit libérez-les, il n'y a plus de place en prison. Donc, c'est normalement un juge un peu responsable peut se dire on m'a donné l'ordre, j'obéis. Sauf que ça va pas très très bien se marier avec le narcissisme du juge qui est très 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 chatouilleux sur sa souveraineté. Et donc, il va convoquer des théories anesthésiantes. Bon, après, voilà, je suis en train de présenter là. Mais pour en revenir au sujet sur un plan politique, vous ne pouvez pas aujourd'hui faire semblant que les probabilités, c'est de la merde. Voilà. C'est-à-dire, oui, devant une personne individuelle, elle est présumée innocente, mais quand vous mettez du sursis ou quand vous libérez un violeur, vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas savoir qu'il va à 70% de probabilité, 80% de probabilité récidiver, et donc vous savez que vous tuez quelqu'un. Ça, là-dessus, il faut être très clair. C'est pas 1% de récidive. Le 1%, c'est en prenant tous les non-musulmans et en les mélangeant aux statistiques. Mais si vous libérez un musulman qui a violé, et si vous constatez durant le traitement de l'affaire, que vraiment il est bien intoxiqué à l'islam et qu'il a donc bien une vision annulatrice qu'il a bien déshumanisé les femmes au point qu'il s'en rend même pas compte, hein, c'est même pas volontaire, il pourrait même pas les humaniser. Et ben vous savez qu'il va violer et pourtant les juges libèrent. Donc il participe de manière active, pas passive, pas involontaire, pas par maladresse. Il participe quand il libère de manière active, parce qu'on ne peut pas nous faire croire, on peut pas faire croire que ces professions certes littéraires n'ont pas de connaissances. Les probabilités, vous savez, les médecins, ils sont pas très bons en probabilité, mais vous pouvez quand même leur demander quelques chiffres, ils sont capables de vous les donner. Souvent, ils vous les donnent pas, mais ils refusent. Ils refusent parce qu'elles sont trop élevées, hein. Par exemple, la probabilité de mourir pendant une anesthésie, etc. Mais ils les connaissent. Et bon, même s'ils maîtrisent pas ce que ça veut dire, même s'ils peuvent pas faire des raisonnements complets avec les probabilités, ils les connaissent. Et ben les juges, c'est pareil. Voilà. Ils peuvent pas dire je les connais pas. Ce serait un mensonge. Alors peut-être, hein, ils vont passer à la télé, certains représentants, et dire je les connais pas. Mais c'est faux, ils mentent. Voilà, tout simplement. Donc moi je pense qu'on ne peut pas, dans le débat politique, se ranger derrière l'individu. On ne sait pas, il est présumé innocent, on ne peut pas savoir, et ce qui est vrai, hein. Moi je ne peux pas savoir qui va se marier l'année prochaine, mais je peux vous donner à 10% près le nombre de gens en France qui vont se marier l'année prochaine, loi des grands nombres. Bon, bah là c'est pareil, vous ne pouvez pas savoir si un mec il va récidiver, ça c'est clair, net et précis, le présumé innocent, mais s'il a déjà violé, vous avez une probabilité conditionnelle qui est ultra élevée, et puis surtout, on a les probabilités. On ne peut pas gérer un pays sans utiliser des probabilités, alors que toutes les entreprises qui veulent survivre plus d'un mois font ça tout le temps. Elles font même des sondages, elles payent des instituts de sondage, elles font goûter des yaourts aux gens, elles font goûter des barres de chocolat aux gens pour déterminer le prix, comment ils vont vendre ça, etc. Et vous pouvez pas, cet outil-là en 2024, vous pouvez pas faire de politique sans dire on va l'utiliser en politique. Voilà. C'est pour ça que là, on a l'actualité de la mort de Philippine tuée par quelqu'un. Vous ne pouvez pas dire on ne savait pas qu'il allait la violer. Alors on ne savait pas qui ce serait, mais on était à peu près sûr qu'il allait violer et tuer une femme. Comme absolument la quasi-totalité des OQTF musulmans, et pas seulement des OQTF, de tous ceux qui ont déjà été pris une première fois à violer, on sait qu'ils vont recommencer. Et donc, vous les mettez, vous les libérez, ça veut dire que vous êtes complices, mais vraiment complices. C'est comme si vous appuyez sur un bouton, c'est pas vous qui violez, mais c'est comme si vous appuyez sur un bouton et la personne, et simplement la personne c'est aléatoire. C'est-à-dire que c'est pas du coup vous qui allez choisir la victime, c'est le musulman libéré et qui va aller la violer. Voilà, selon où il ira se planquer. Donc bon, ça va pas pouvoir non plus rester éternellement secret, ça. Il va falloir faire des efforts. Par ailleurs, quand on voit des ministres passer à la télé pour dire je peux rien faire, bah reste à ton bureau, reste à ton bureau. Va pas voir un journaliste pour dire que tu partages l'émotion. Le mec il répète 10 fois le mot émotion, alors que tout le monde a compris qu'il ne ressentait aucune émotion, parce que ça se voit, c'est perceptible, et que il veut surtout bien appuyer que tout ce que vous dites en ce moment, vous comprenez, c'est l'émotion qui vous le dit, mais demain ça ira mieux, dans 2 jours ça ira mieux. Non, c'est pas l'émotion, c'est le militantisme politique. C'est la volonté de combattre contre la monstruosité. Personne n'est capable, enfin moi si, mais beaucoup de gens ne sont pas capables de savoir ce que c'est que perdre un être cher et surtout son enfant. Hein. Donc ça sert à rien de dire je partage l'émotion. Non, vous partagez rien du tout.
Quand vous êtes ministre, vous n'avez même pas le temps d'ailleurs de partager, quand bien même vous seriez un être sensible, et puis surtout vous ne l'êtes pas. Enfin, c'est très atténué de par le stress, la fonction, l'ambition, le narcissisme, etc. D'une part, et d'autre part, quand j'entends les dégoulinades de gens qui font semblant de s'offusquer parce que l'extrême droite récupère, l'extrême droite elle récupère pour des raisons politiques évidentes, elle veut pas que ça continue. Après, c'est très bien de critiquer la récupération si ça vous amuse, mais je veux dire, c'est extrêmement indécent. Alors il faut savoir en plus que les parents des victimes, ils en ont rien à branler, ils préfèrent qu'il y ait du bruit. Ils préfèrent que ce soit récupéré par l'extrême droite, les parents, même s'ils sont de gauche. Même s'ils sont... Parce que le silence, il n'y a rien de plus insultant. Le silence, il n'y a rien de... Reste... Vous savez, quand vous perdez un être cher, souvent on vous conseille de retourner le plus vite possible au travail, d'être dans le bruit. Eh bien c'est exactement pareil dans ce cas-là. Le bruit va servir, le bruit, les disputes, les scandales autour de ça va servir à ce que vous disiez mon enfant n'est pas oublié. Vous préférez la plupart du temps, je veux dire, les parents ils savent très bien que vous en avez rien à branler personnellement, que vous la connaissiez pas, voilà. Ils vont pas, c'est pas parce que leur enfant est mort qu'ils vont se mettre à penser que tout le monde connaissait leur enfant et qu'ils savent très bien que des gens d'extrême droite vont dénoncer le truc sans avoir connu avant leur enfant. Ça les choque pas, ils s'en foutent. Vous allez leur dire c'est indécent, mais vous croyez qu'ils s'occupent de décence quand ils ont perdu un enfant? Par contre, si vous leur infligez un silence faussement poli, mais en réalité qui veut dire bon on fera rien, c'est malheureux mais ça arrive, là c'est terrible. Et ça c'est vraiment une cracher à la gueule des parents. C'est-à-dire que ceux qui dénoncent la récupération de l'extrême droite, ils crachent à la gueule des parents dont les filles sont victimes de ça, dans la mesure où en plus c'est systémique, c'est pas des faits divers, c'est systémique, c'est prévisible, comme je viens de l'expliquer d'ailleurs, c'était pas mon but. Enfin, mon but c'était pas de terminer comme ça, mais moi je dis, moi personnellement je récupère pas parce que c'est pas bon, voilà, je fais pas de vue et j'archive et je travaille et j'essaye de distinguer les choses, certaines choses d'autres choses. Mais le bruit est nécessaire, le scandale, les cris dans tous les sens sont un écho, si vous voulez, rappellent la normalité, rappellent que votre enfant n'est pas un fait divers. Et aussi maladroit que ce soit, et même si, je veux dire, vous savez, les parents des victimes, ils n'ont pas besoin qu'on leur rappelle que les gens qui crient ne connaissaient pas leur enfant, ils le savent. C'est vraiment, voilà, c'est pas parce que vous perdez votre enfant que vous devenez totalement débile. Et ces cris politiques leur rappellent que leur enfant n'est pas un fait divers. Voilà. Et que, avec ces cris, peut-être, c'est pas certain, que y a des victimes qui seront sauvées, qu'il y a un coup de pression mis au pouvoir. Et quand j'entends, je m'en fous, je les connais, j'ai pris l'habitude, mais quand j'entends certains space, internet, genre oui, restons dans le silence et tout. Non, c'est une erreur, Je sais, vous avez envie d'être, vous voulez pas de taches sur votre t-shirt, on met pas les mains dans le cambouis, on n'est ni d'extrême gauche ni d'extrême droite, on connaît, voilà, vous regardez. Le problème c'est que les gens que vous soutenez, ils ont été au pouvoir 9 ans, ils ont fait pareil, ils ont regardé, ils ont commenté l'actualité, en étant en plus détestés pour ça, et en prenant parfois des airs de donner des leçons. On peut pas dire qu'Éric Dupond-Moretti, qui n'a rien fait, à part toucher du pognon, avait un air modeste, voilà. Donc, c'est pas très décent. Voilà. Moi après, ce que j'en fais, je suis apolitique. Mais sachez que la non prise en compte des probabilités devient un crime. Il y a une différence entre dire il y a une chance sur 100 000 que la personne meure et il y a une chance sur 10 qu'elle meure. Quand vous êtes face à une situation, vous ne pouvez pas la gérer de la même manière selon que vous estimez et selon que votre métier, votre travail vous dit il y a une chance sur 100 000 qu'elle meurt ou il y a une chance sur 10. Et là, on est à bien plus d'une chance sur 10. C'est-à-dire que le dysfonctionnement qu'il y a eu dans le système qui a libéré le monstre, il ne met pas une chance sur 10, il mettait 2 chances sur 3. Parce que vous avez 2 tiers, minimum 2 tiers, quand vous avez sérialisé la catégorie. Après, on peut faire mentir les statistiques, vous rajoutez plein d'innocents dans le groupe et automatiquement ça les fait baisser. Mais sauf que les innocents, ils sont identifiables par les professionnels. C'est-à-dire que ça se voit. Donc vous pouvez pas, voilà, vous n'allez pas faire croire aux gens que vous êtes des amateurs quand vous travaillez dans la justice et dans la police. Parce que sinon, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter si vous êtes incapable de faire un pronostic un peu mieux que le citoyen lambda, même si on peut se tromper de temps en temps, il y a de quoi s'inquiéter. Bon voilà, j'arrête là.